3 semaines avant la délivrance. Photographie aérienne de Péronne, prise le 11 août 1918. Sous la pression des Alliés, en particulier des Australiens à Villers-Bretonneux, le 25 avril 1918, l'offensive allemande est bloquée et doit reculer. Coïncidence de date que ce 25 avril, c'est pour les Australiens associés aux Néo-Zélandais le jour anniversaire de leur entrée active au combat. En effet, le 25 avril 1915, l'Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC, composé de 13 000 Aussie, Australiens, et 8 000 Kiwis, Néo-Zélandais, débarque sur une plage de la péninsule de Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles, avec pour mission d'attaquer les Turcs par le nord, les Français et Anglais attaquant par le sud. Depuis, le 25 avril fut choisi comme jour de commémoration pour tous les Australiens et Néo-Zélandais qui ont donné leur vie dans tous les conflits de l'histoire. Une cérémonie célébrant l'Anzac Day a lieu tous les ans à Villers-Bretonneux à cette date. Le 31 août 1918, les Australiens contrôlent les hauteurs de la Maisonnette à Biache. Contre toute attente, le 1er septembre, le général australien Monash fait traverser la Somme à Cléry à la 2e division, puis lance ses troupes sur la colline fortement fortifiée du Mont-Saint-Quentin. La bataille est terrible. Après un assaut furieux et plein d'audace, Gottlieb Trench, la redoutable défense commandant le camp retranché du Mont-Saint-Quentin, contourné par le nord-est, est atteinte. Mais les Allemands sont coriaces. Il est vrai que la 2e garde prussienne est une division d'élite qui a reçu l'ordre de tenir ou de mourir. Repris par les Allemands, réinvesti par les Australiens, la victoire est définitivement acquise le 1er septembre 1918. Au nord-est de la ville de Péronne, les Allemands résistent. Plusieurs nids de mitrailleuses meurtrières au sommet des anciens remparts font des ravages. Le Mont-Saint-Quentin est pris, mais le chemin pour atteindre la ville est périlleux. Le lendemain, le 2 septembre, les Australiens entrent en vainqueur dans la ville de Péronne, définitivement libérée. Soldats australiens déployés autour d'une mitrailleuse dans les ruines de la ville, le 2 septembre 1918. Une photographie conservée à l'Imperial War Museum de Londres nous présente un coin de la place de Péronne ce 2 septembre 1918, où 3 victimes australiennes, 2 brancardiers et le blessé qu'ils secouraient, gisent sans vie sur le pavé, touchés par un éclat d'obus. Image du diaporama de l'attaque du Mont-Saint-Quentin à l'Australian War Memorial de Canberra. La leçon à retenir de la victoire du Mont-Saint-Quentin est que 3 divisions australiennes affaiblies pouvaient défaire 5 divisions allemandes. L'action a vu son lot de héros et de médailles, 8 Victoria Cross attribuées. La bataille du Mont-Saint-Quentin fut une véritable victoire d'infanterie, sans utilisation de tanks et sans préparation d'artillerie. Bilan des pertes australiennes, 20% des forces attaquantes, plus de 3000 morts côté australien et 3500 côté allemand. Alexander Henry Buckley est né en 1891 à Warren en Australie.
Fermier dans la région de Gulargambon avant la Première Guerre mondiale, il s'est enrôlé en février 1916 dans l'Australian Imperial Force. Il arrive en novembre en France et rejoint le 54e bataillon d'infanterie. En 1917, il combat à Bulcourt, puis à Pacheldel, près d'Ypres en Belgique. En novembre de la même année, il est promu au rang de caporal temporaire. En 1918, le 54e bataillon est fortement engagé dans la contre-offensive alliée. L'effort culminant de l'unité a été la prise du Mont-Saint-Quentin et de Péronne en septembre, où Buckley a été tué. Il avait 27 ans. Il repose maintenant dans le cimetière anglais de Péronne, à côté du cimetière communal, bloc 2, C32. L'éloge accompagnant sa Victoria Cross dit de lui: à Péronne, pendant les opérations des 1er et 2 septembre 1918, il fut remarqué par sa vaillance et son courage pour accomplir son devoir. Après avoir dépassé le premier objectif avec sa demi-compagnie, il s'empara avec un autre homme d'un nid de mitrailleuse, tuant 4 servants et faisant 22 prisonniers. Peu après, près des fossés, franchissant avec courage le seul pont menant à un autre nid de mitrailleuses qu'il devait détruire, il a été tué dans sa tentative. Dans toutes ses actions, il a démontré de grandes initiatives, beaucoup de courage et de détermination, une grande inspiration, un modèle pour ses hommes. Source: Australian War Memorial de Canberra. Tombe du lieutenant Cecil Ely, tué à l'ennemi le 29 août 1918 en chemin vers le Mont-Saint-Quentin. Le médaillé olympique de Stockholm, 1912, spécialité natation, est tombé à Biache lors des combats. Son corps repose depuis au cimetière britannique d'Asvillers. Le 15 juillet 1912, il obtient la médaille d'or aux 4 x 200 mètres nage libre par équipe. Curieuse équipe. 3 Australiens et un Néo-Zélandais. Lanzac, avant l'heure. Pour cette circonstance, unique aux Jeux Olympiques, les nageurs concourent sous le nom d'une nation fictive, l'Australasie. Auparavant, le 10 juillet, l'équipe américaine était en retard pour le départ de la demi-finale du 100 mètres nage libre. Elle était donc disqualifiée. Ely intercède alors auprès du comité olympique pour que son rival américain, donné plus fort que lui, participe à l'épreuve. Sa requête généreuse est acceptée. Son esprit sportif lui a coûté la médaille d'or. Après la libération de la ville et devant les ruines de l'hôtel particulier Terley, la première automobile alliée s'arrête en ville. Elle appartient à l'état-major de la 5e division australienne. De gauche à droite, on peut y voir le lieutenant Jerry Walker, le lieutenant Wellington, le conducteur caporal Nicolai, le lieutenant E.N. Byrne, le major J.F. Wooten et un soldat non identifié. Près de Biache, lors de leur visite du front australien, le 4 septembre 1918, messieurs Campbell Jones, Knight et Kate Murdoch, célèbres journalistes en Australie, se rendent dans les tranchées évacuées. Quittons les frères Murdoch avant que le fils de Kate ne devienne le magnat de la presse anglophone, et parcourons une des revues illustrées de l'époque, The War Illustrated, du 5 octobre 1918, titrée « Où les Anzacs gagnent leur nouvelle gloire en France ». L'illustration du bas relate la prise du Mont-Saint-Quentin et de Péronne. Péronne,
tel qu'il apparaît quand il fut capturé par les troupes australiennes le dimanche 2 septembre. La barricade de bois enchevêtrée de fils de fer barbelés montre comment l'ennemi avait cherché à empêcher les Australiens, qui par la prise du Mont-Saint-Quentin la veille, avaient rendu l'évacuation de la ville inévitable. Entre photographies et illustrations, la presse de tous les pays glorifie les faits d'armes de Lanzac. Le Slush Hat, ou chapeau de brousse, couvre-chef officiel de l'armée australienne, a son large bord gauche muni d'une agrafe afin de le maintenir épinglé vers le haut. Ainsi positionné, le digger, lors d'exercices militaires, ne sera pas décoiffé par son fusil porté réglementairement. Le terme digger, mineur ou terrassière en français, est le nom que se sont donnés eux-mêmes les soldats de Lanzac. Il représente surtout pour ces Australiens et Néo-Zélandais l'endurance, le courage, l'ingéniosité, la bonne humeur et la camaraderie, chèrement acquise à Gallipoli. Quant à la coiffe néo-zélandaise, ce sera le lemon squeezer, presse citron, en raison de la forme de la crête centrale. Le 14 septembre 1918, le Premier ministre australien William Morris Hughes, lors de sa visite aux troupes cantonnées dans la ville, se fait conduire au château en ruine. Ce que découvre le Premier ministre en sortant de la poterne du château. Billy est en conversation sur la place de Péronne le 14 septembre 1918 avec le commandant de la 4e armée britannique, le général Henry Rawlinson. Billy est le surnom populaire donné au Premier ministre australien, William Morris Hughes. Le 15 septembre 1918, notre Prime Minister rencontre à Péronne le 33e bataillon australien. Ici, des pionniers australiens débarrassent la chaussée des débris de matériaux provenant des destructions. Photographie du 5 septembre 1918. Même opération dans un autre quartier de Péronne. Photographie du 6 septembre 1918. À côté de l'hôtel de ville, les troupes australiennes sécurisent et récupèrent les munitions abandonnées par l'ennemi. Photographie, prise le 9 septembre 1918. À l'extrémité du boulevard du Sud-Est, près de la porte de Paris, les Australiens ont renforcé le pont sur la Somme que les Allemands avaient édifié durant l'occupation. À droite de ce même pont de guerre, on peut distinguer la voie ferrée de 60 que les Allemands avaient aussi construite à la même époque. Le pont de la porte de Paris a disparu. Seule une frêle passerelle permet un passage piétonnier, acrobatique. À côté, le pont Sainte-Barbe, rétabli par les Anglais en 1917, est maintenant totalement inexistant. Avec de gros moyens, les ingénieurs britanniques établiront 2 robustes ponts à la Chapelette pour franchir le canal. L'un permettra la circulation des camions. L'autre, du petit train, à voie étroite. Quant au pont du canal, pour les trains venant de Chaulnes, plus au sud, les travaux de réparation sont menés rondement. Ici, près de la gare, on peut observer l'état du pont franchissant la Cologne, à l'arrivée des Australiens le 2 septembre. Le 19 septembre, les pontonniers ont terminé sa remise en état. Une pancarte, dite slow,
invite les conducteurs de véhicules à ralentir. L'intendance australienne utilise les sous-sols de la caserne pour y ranger vivres, tentes et équipements. Les caves et abris du château servent d'atelier d'armurerie. De nombreux matériaux pris à l'ennemi sont entreposés dans la caserne dévastée. Octobre 1918. Artillerie récupérée à l'ennemi en dépôt à Péronne dans la cour de la caserne. Des soldats australiens employés à la caserne posent pour une photographie de groupe. Les Australiens collectent des trophées de guerre en vue de création de futurs musées. Trophées de toutes sortes et objets curieux. Ici, récupéré à Moulins, une bicyclette, ou plutôt un tandem modifié pour produire de l'électricité. Un soldat australien essaie l'instrument. L'équipe chargée de rassembler les objets des musées pose devant le baraquement qui lui sert de bureau. Sur le devant se tient le lieutenant Gulette, agent de musée, et à la porte, le lieutenant Anderson est le responsable des collectes. Au Mont-Saint-Quentin, lieu de combats acharnés où les Australiens ont délogé les Allemands, on ne voit que des ruines, des pans de murs et des arbres déchiquetés. Ici, au sommet du mont, une casemate, poste d'observation, abritant avant les combats une terrible et meurtrière mitrailleuse. Des quelques restes de l'abbaye, encore visibles avant le conflit, on ne découvre que terre labourée, ferraillée par les obus et quelques vagues souvenirs de murets. Des tranchées à moitié comblées attestent de la violence des combats passés pour conquérir ce que les Australiens avaient appelé Gottlieb Trench, la redoutable tranchée qui gardait les accès du Mont-Saint-Quentin. Au Mont-Saint-Quentin a été inauguré le 30 août 1925 un monument élevé par le gouvernement australien à la mémoire des braves de la 2e division australienne tombés sur le sol français. Présent lors de l'inauguration, le maréchal Foch, chef d'état-major des armées alliées, Douglas Haig, chef d'état-major de l'armée britannique, Charles Boulanger, maire de Péronne, Gontran Gonnet, conseiller général de la Somme. La statue représente un soldat australien, tête nue, terrassant l'aigle allemande avec sa baïonnette. Avant la cérémonie, tous ces messieurs avaient passé en revue les troupes françaises déployées en garde d'honneur. Sur la façade de l'hôtel de ville, une plaque commémorative nous rappelle avec émotion le sacrifice des Ossi pour la libération de Péronne. Kanga, maman kangourou, portant dans sa poche son petit roux. Nous n'oublierons pas l'Australie. L'origine de ce nom de rue vient de leur émotion devant les ruines de Péronne. Devant la folie des destructions,
les Australiens médusés ont désigné les rues de notre ville en ruine Dingbat Alley, allée des dingues. Puis, comme pour exorciser leurs troubles, comme une sorte de plaisanterie, a joke, ils donnèrent aussi à ces rues d'autres noms. Wallabilen, Wombat Road, et clouèrent même des pancartes portant ces noms en divers endroits. La pancarte de rue apposée à l'hôtel de ville portait l'inscription « Roue de Kanga ». C'est le résultat d'un double jeu de mots où « roue » est la prononciation anglophone de rue et de Kanga, diminutif affectif de la maman kangourou. Et puis, pour sourire un peu, cela vient aussi de la littérature enfantine d'Alan Alexander Milne, auteur de Winnie l'ourson, né en 1882, où Roux est le bébé turbulent de Kanga, maman kangourou, qui deviendront en 1926 en français Petit Gourou et Grand Gourou. Waltzing Matilda, la musique que vous entendez, est considérée par les Australiens comme l'hymne populaire et officieux de la nation.